La séance d'il y a 2 semaines m'a beaucoup donné envie de faire un arpentage collectif. Donc c'est ce que je vous propose de faire maintenant pour s'imprégner un peu plus là, parce que j'imagine que c'est fatigant si je passe toute la journée à Paris. Et j'ai choisi un texte d'une personne que j'aime vraiment énormément, parce qu'elle apporte énormément aux luttes handi, aux luttes CRIP aussi. Et elle est française et ça m'importe aussi de vous montrer qu'en France ça existe, que c'est pas que aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou je ne sais où. Du coup voilà, c'est une personne qui s'appelle No Hunger. Elle se définit comme française d'origine coréenne, queer, lesbienne, handi. Elle est chercheuse, performeuse, artiste, danseuse. Elle fait énormément de trucs. Donc voilà, j'ai choisi un de ces textes qu'on peut trouver sur son blog, qui s'appelle À mon geste défendant, et c'est de théorisation validiste, anti-validiste. Et c'est un blog que je vous recommande parce qu'elle parle beaucoup d'actualité handi, elle écrit régulièrement des articles dessus, elle essaye de vulgariser sa thèse aussi, parce qu'elle a écrit une thèse en 2019 qui s'appelle Défier la sexualisation du regard. Et donc là, le texte que j'ai choisi s'appelle Promenade. Et c'est un texte à la fois où il y a pas mal de théories, mais c'est quand même très littéraire. Enfin, vous allez voir, mais c'est un texte que je trouve hyper beau. Et elle dit vraiment beaucoup de choses dedans. Ah oui, et du coup, juste pour en dire un peu plus à propos de No Hunger. No Hunger, j'ai l'impression que c'est un peu son identité militante. Du coup, son nom universitaire, son nom de chercheuse, c'est Noémie Olomba. Je vais l'écrire au cas où vous voudriez chercher ses textes sur Cairn, il y en a quelques-uns. Et elle est donc chercheuse en sciences politiques, elle est spécialiste des questions de sexe, de genre et de handicap. Et que dire, elle est visiblement handicapée, elle a un appareil roulant électrique. Donc son corps est très marqué, je pense que c'est important de le dire pour situer un peu, je sais pas, mais voilà. Et elle se sert beaucoup de ça pour ses performances, que je vous invite à voir aussi, parce qu'elle les a mises, elle les a toutes mises en vidéo, je crois, sur son blog Promenade. Donc hommage à Virginia et Mana Stable. Alors je ne sais pas qui c'est. Voilà, je ne sais pas vous dire, j'ai cherché. En plus, il y a une de mes profs du semestre dernier qui m'a dit qui c'était, mais j'ai oublié, parce que je ne l'ai pas noté. Voilà, donc passons. J'ai toujours été attendue, partout, au coin de la rue, dans le métro, dans les soirées mondaines, comme les femmes dont on attend qu'elles répondent aux exigences sociales de maternité, de bonnes épouses. Comme les personnes non blanches qui ne doivent jamais prendre l'ascenseur social. Comme les minorités sexuelles que l'on voudrait condamner à une existence tragique. Quelles attentes sociales pèsent sur une personne handicapée? À quelle image sociale doit-elle correspondre? Promenons-nous un moment ensemble. Tu me verras dans les rues de la ville ou sur les chemins sinueux de mon expérience. Je sors. En chemin, je pense à mon enfance, aux journées de mon enfance, où je n'avais pas école. Des écoles, j'en avais 2. Et pourquoi? Demandent père et mère. Pour lui laisser du temps pour les soins, leur répond l'institutrice. Et puis, vous savez bien qu'il faudra un jour qu'elle aille dans un centre, leur répond la directrice. Et d'ailleurs, c'est lui qui le dit. On se tourne alors vers le neuropédiatre qui récite par cœur. Elle ne pourra faire aucune acquisition. Elle n'aura jamais la syntaxe. Elle ne saura jamais calculer. Oui, il vaut mieux qu'elle aille dans un centre. Au lieu du centre, je vais dans 2 écoles. Il y a l'école du matin, qui ne me veut que le matin. Et puis, il y a l'école de l'après-midi, où je vais le temps où l'école du matin ne me veut pas et où j'apprends l'anglais, joue au loup, cours dans les couloirs. Mais les mots de l'institutrice, les paroles de la directrice, la litanie automatique du neuropédiatre se sont incrustés profondément en moi. Leur ombre rôde toujours en moi, et me voilà en train de buter avec le doute et la présomption de stupidité que l'on m'a infligée, que j'ai avalée, intériorisée.
Me voilà tantôt vaincu, me voilà tantôt vainqueur. Paroles d'expert qui condamnent plus qu'elles n'éclairent. J'entrevois le rôle que l'on voudrait me faire jouer, celui du stupide, de l'idiotie, de l'inintelligent. Rôle attendu de celle qui ne peut rien posséder, pas même le savoir. Je m'y suis opposée maintes fois. Je poursuis mon chemin, tu me vois maintenant dans les rues de la ville. Elles s'offrent à moi dans leur lumière chaude. Sur les longs trottoirs où j'aime passer vite, 1000 petits détails urbains attirent mon regard, me font rire ou m'émeuvent. Tout est à sa place. Je me sens puissante. Une liberté enivrante. Une harmonie. Les rues s'offrent à nous, avec leurs passants, leurs regards et leurs mots. Des mots qui viennent à ma rencontre et bourdonnent à mes oreilles. Elle me fait peur, bourdonnement. Elle effraie tout le monde, bourdonnement. Elle est le diable, bourdonnement. C'est une âme errante, bourdonnement. C'est la marque du mal, bourdonnement. Elle est une punition divine, bourdonnement. Si monstrueuse, mais non, ce n'est qu'un rôle, celui du mal absolu. Bonjour, je suis le mal absolu, rien que ça. J'en serais presque flattée, mais ce rôle n'est pas pour moi, trop grand. Passez votre chemin. Ici encore, je suis attendue. Les mots s'apposent par erreur sur mon corps, paroles trompeuses en trompent l'œil. Je continue ma route et me dirige vers mon bar préféré. Tu viens avec moi. Asseyons-nous, prenons un verre, discutons. Terrasse, café, cigarette. La fumée s'élève en volute doucement et danse au-dessus de nos verres, au milieu de nos mots, parmi nos sourires entendus, entre notre complicité et notre tendresse. Mon corps est semblable à tous les autres. Il fume, il boit, il rit, il sourit, il discute, comme le tien. Comme tant d'autres, il est à sa place. Mais déjà des regards et des mots jugent et jaugent maintenant mon corps que l'on n'attend pas en ces lieux. Je suis un corps inattendu que l'on scrute et passe à la question. Pourquoi ces doigts tordus? Pourquoi cette tête qui pivote? Pourquoi ces bras repliés? Pourquoi ces pieds nus? Est-ce de naissance ou par accident? Regard du dominant qui somme un corps dominé de se raconter et de se mettre à nu. Regard du dominant qui oblige au récit de soi. Pourquoi? A-t-il peur de mon corps pour vouloir le mettre en mots, l'éclairer selon son propre langage, qu'il ne m'interroge pas du regard, qu'il ne me mette pas en question mon corps? Un corps mis à la question subit la torture de la délégitimation. J'affirme ma légitimité à être parce que tout simplement je suis en mon corps. Mon corps n'a pas à se raconter devant l'inquisition des regards, il n'a pas à s'expliquer d'exister. Corps évalué, corps condamné, corps assigné à résidence, corps jugé indigne d'être montré. Corps habillé d'un costume qui ne lui scie pas, rôle encore, rôle du lait, de l'imparfait et de l'illégitime. Mon corps doit alors y correspondre, je suis attendu. Ces mots disent que je ne suis rien, qu'une altérité irrémédiable, que je suis l'autre, qui doit jouer un rôle cantonné et répondant à des attentes qu'on m'impose. C'est un point de vue toujours le même, celui de soi-même, celui du dominant, qui raconte et décrit, se raconte et se décrit. Ce sont des mots criminels de certaines structures, constructions politiques que l'on croit naturelles. L'évidence du naturel tombe peu à peu. Je vais dans une librairie où je crois un expert valide tient une conférence à propos du handicap. Tu es avec moi. Asseyons-nous dans le public et écoutons-le là un moment. Messieurs, mesdames, je dis que le handicap est la face moderne de tragique parce qu'il nous confronte à la mortalité individuelle et sociale. Mais ce tragique est une chance parce que cela permet de mobiliser une créativité qui transcende. Je vais déconstruire les préjugés liés au handicap, moi. Vous comprenez? Dans le public, je m'interroge. Le langage des experts n'est-il pas lui-même pétri d'images valides? Ne reconduit-il donc pas de préjugés et employant le même vocabulaire tragique qui permet d'ordinaire de décrire l'expérience en vie? La majorité des discours audibles produits sur le handicap sont faits par des valides. C'est le point de vue valide sur le handicap qui est prévu dans l'élaboration des savoirs et des représentations dans l'espace social tout entier et qui est intériorisé ensuite par chacune et compris par les personnes handicapées. Comment dès lors s'accomplir et se conquérir?
lorsqu'on entend dire partout autour de soi que le handicap est une tragédie que fait prendre conscience de la finitude humaine. Discours dangereux, aussi dangereux que par exemple pour une jeune lesbienne, celui qui qualifierait l'homosexualité d'abjection contre nature. King Kong Théorie de Virginie Despentes. La toute fin du livre. Tu lis. Ils aiment parler des femmes, des hommes. Ça leur évite de parler d'eux. Comment expliquer qu'en 30 ans, aucun homme n'a produit le moindre discours novateur concernant la masculinité? Eux qui sont si bavards. Eux qui sont si bavards et si compétents quand il s'agit de pérorer sur les femmes, pourquoi ce silence sur ce qui les concerne? De quelle autonomie les hommes ont-ils si peur qu'ils continuent de se taire, de ne rien inventer, de ne produire aucun discours neuf, critique, inventif sur leurs propres conditions? J'entends. Ils aiment parler des handis, les valides. Ça leur évite de parler d'eux. Comment expliquer qu'en 30 ans, aucun valide n'a produit le moindre discours novateur concernant la validité? Eux qui sont si bavards et si compétents quand il s'agit de pérorer sur les handicapés, pourquoi ce silence sur ce qui les concerne? De quelle autonomie les valides ont-ils si peur qu'ils continuent de se taire, de ne rien inventer, de ne produire aucun discours neuf, critique, inventif sur leurs propres conditions? L'expert, s'adresse alors à moi, du bout de la salle. Il faut parler du handicap pour qu'il soit présent dans l'espace public, et c'est ce que je fais. Je lui réponds alors, certes, mais ne serait-ce pas mieux encore si on laissait la parole aux principaux concernés? Ne me libère pas, je le fais moi-même. Ne me raconte pas, je le fais moi-même. C'est à moi de produire mes propres images, mes propres récits, loin des représentations de mon corps qui ont été construites sans moi. Construisons ensemble nos images, construisons ensemble les significations de nos corps. Arrêtons d'élaborer des discours en trompe-l'œil, qui ratent toujours l'objet visé, par trop de projections ou d'essentialisation. Parlons ensemble, parlez avec moi, parlez avec mon corps. Il vous dira lui-même qui il est. Ne le couvrez pas de vos propres significations, ne le réduisez pas au silence. Discours médicaux sur le handicap, œuvre de fiction, avec des personnages handicapés, tant d'images hégémoniques sur le handicap, qui en disent long sur le point de vue valide et les images qu'il produit. Et peut-être l'urbanisme en produit-il lui-même? Tu es avec moi. Nous nous promenons dans la ville et constatons que telle rue pavée ou tel trottoir trop haut sont autant de reflets d'une structuration bien spécifique de la voie publique, de l'espace public. La structure de l'espace collectif reproduit un stéréotype, un imaginaire, qui vient lui-même consolider cette structuration de l'espace. Les valides sont dehors et les handicapés dedans. J'entends tous ces gens dépeindre ma vie comme sans activité, sans sortie, sans vie sociale. Toutes ces voix dehors qui veulent m'enfermer à l'intérieur, me confiner en moi-même. Ces représentations et ces discours sur le handicap s'enracinent dans le point de vue valide. De même que pendant longtemps, les hommes ont eu la main mise sur la représentation du corps féminin, de même que les femmes, abreuvées d'images et de corps féminins hypersexualisés, n'ont accès à la représentation de leur propre corps que par le biais du regard masculin. On peut penser que les handis n'ont accès à la représentation de leur corps et de leur handicap que par le biais du regard valide. Le corps handicapé, la plupart du temps, est dit selon les mots des valides. Parmi les mots, les images et les projections, il y a un corps, le mien, trop longtemps ignoré, inaudible et étranger à lui-même. Sa voix s'élève au-dessus du brouhaha, des bourdonnements incessants. Mon corps veut se faire entendre. Il veut s'approprier le langage et les images. Il veut créer ses propres significations et dire lui-même ses expériences. Construire du sens avec toi, avec le plus grand nombre. Laisse-moi te parler et t'écouter. Parlons ensemble, écrivons, déguisons-nous, dansons, ou simplement promenons-nous dans la rue. Tout mot qui est censé définir ce qu'est être un dominant, c'est un truc qui n'a pas de sens. En fait, c'est des mots vides, je pense, je trouve. Et je trouve ça intéressant qu'elle le questionne comme on pourrait questionner la masculinité et dire ce que c'est. Après voilà, mais du coup j'aime bien cette idée de juste ouais, c'est quoi en fait, parler de vous un peu quoi. Et ouais, ça je trouve ça hyper intéressant. C'est un truc auquel j'avais pas pensé, mais
c'est vrai que dans ce texte, j'ai l'impression qu'elle renvoie un peu la charge mentale de se définir. Et voilà, parce que du coup, elle explique à travers plusieurs. Parce que même si c'est romancé, elle parle de sa propre expérience par rapport à l'institutionnalisation, le fait d'être. Du moins d'être parquée dans des endroits qui sont conçus spécialement pour elle et tout ça. Et le fait que ces décisions ont été prises par des médecins aussi, des personnes qui relevaient uniquement du médical. Et du coup, toute sa vie, on lui a demandé de se raconter, pas vraiment en fait, par exemple d'expliquer mais comment ça se fait qu'elle était dans cet état-là, par exemple, ou ce genre de choses. Et du coup, le fait d'inviter les personnes valides à se penser, ouais, c'est vrai que c'est un peu renvoyer la charge de ça. Je savais pas quoi. Bah, surtout que déjà le mot valide, il est quand même, c'est quand même hyper violent, quoi. C'est-à-dire d'un côté il y a les valides et d'un côté il y a les personnes handi. Parce que du coup c'est un mot qui est connoté, qui a une valeur. Alors valide, c'est censé être un truc genre hyper cool. Je vais dire autre chose, mais j'ai oublié. Je suis d'accord avec ça. Et dans mon mémoire, un truc que j'ai rien inventé, mais j'utilisais aussi le mot valider pour dire valide. Valider au sens de, je sais pas, par exemple, si on prend le mot capacité, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des capacités qui étaient validées et d'autres qui étaient invalidées. Et en fait, parce que ça veut rien dire une capacité invalide. Si elle existe, c'est qu'elle est là. Que c'est trop abstrait ce que je dis ou non, ça va. Dans le texte, elle joue beaucoup avec deux antithèses. C'est les attentes et les inattentes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que... Par exemple, elle commence le texte, elle dit « J'ai toujours été attendue, partout ». Et après... elle écrit, à la page 2 par exemple, elle écrit « Corps que l'on n'attend pas en ce lieu ». Je suis encore inattendue. Donc en fait, il y a toujours ce jeu entre l'attente et les inattentes. Du coup, l'idée, c'était qu'on partage autour du texte qu'on a vu là, avant la pause. Et j'étais en train de dire que moi, ce qui m'avait marqué dans ce texte, c'était l'omniprésence de cette antithèse entre l'attente, les attentes, donc le fait qu'elle ait été attendue et à la fois le fait qu'elle est aussi inattendue. J'ai l'impression que c'est un peu le nœud du texte, même s'il y a beaucoup de choses et que c'est hyper dense et tout, mais moi c'est ça un peu qui avait retenu mon attention, mais c'est possible que d'autres choses vous aient plus marqué ou vous questionnent, ou des choses que vous n'avez peut-être pas compris, je sais pas. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est que je trouve qu'il est à la fois un objet artistique d'écriture qui peut être je sais pas, poétique ou en tout cas intéressant dans sa littérature, et en même temps c'est un objet théorique intéressant aussi.
J'aime bien ce truc un peu mélangé. C'est un truc omniprésent chez No Hunger et dans son œuvre de manière générale et aussi dans sa vie. C'est toujours... et c'est aussi ce qui me fascine dans son travail et dans son vécu et de comment elle en parle, c'est que tout est toujours imbriqué de manière très complexe, mais elle arrive bien à le montrer, je sais pas comment dire. Rien que le fait que, par exemple, dans sa pratique artistique, elle écrit dans un de ses articles sur son blog, elle explique ça, mais elle a créé des haltères. Et en fait, No Hunger, c'est le dernier haltère qu'elle a créé, mais bon, c'est pas un truc qu'elle a vraiment créé, c'est genre un truc qui est venu à elle, genre c'est plus complexe que ça. Je sais pas, pour donner un exemple plus concret, dans toutes les performances qu'elle a fait, déjà ça s'appelle elle les appelle des performances, des conférences performées, voilà, c'est ça. Et rien que ça, je trouve ça hyper intéressant, en fait. Du coup, elle va performer quelque chose avec son corps, souvent c'est sur des tapis, je sais plus comment ça s'appelle, mais ouais, un peu des tatamis, c'est ça, et elle va performer, et souvent en fond, il y a un de ses textes qui est passé en bande son comme ça, qu'elle a elle-même enregistré avec un appareil. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais parce que si j'ai bien compris, ça l'épuise beaucoup de parler. Du coup, elle se sert d'une machine. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais du coup, elle s'en sert pour passer ses textes durant ses performances. Et c'est souvent, la performance illustre ce qui est en train de se passer dans le texte, qui est en train d'être passé. Je trouve ça hyper intéressant de mêler déjà art et théorie, et de montrer que l'art peut illustrer la théorie. Je trouve que c'est assez inédit, en tout cas dans les luttes en vie. Moi, c'est la première personne que je vois faire ça, même s'il y en a d'autres qui existent. En tout cas, en France, c'est assez novateur, je trouve. Et du coup, quand elle dit « j'ai toujours été attendue », ça vous évoque rien? De quoi elle pourrait parler quand elle dit qu'elle est attendue? Parce que d'un côté, elle a attendu, mais comme je vous le disais, elle est en fauteuil automatique, donc un fauteuil automatique, c'est quand même rarement attendu. Et tout ce qui va avec, la manière qu'elle a de se tenir. Du coup, il y a une description assez vivante, mais de quelqu'un de toutes les personnes autour d'elle qui lui ont dit pourquoi ses doigts tordus, pourquoi cette tête pivote, pourquoi ses bras repliés. Donc en fait, en quoi un corps inattendu pourrait être attendu? C'est un peu... je comprends, c'est complexe, et si vous ne savez pas, je peux essayer de vous donner mon interprétation, parce que c'est un texte assez... même si c'est très littéraire, c'est assez complexe, il y a beaucoup de choses à démêler. Par rapport à ça, quand elle écrit au deuxième paragraphe, quelles attentes sociales pèsent sur une personne handicapée? Une place qu'on lui aurait dessinée de manière ultra précise et qui fait qu'elle est à la fois attendue à plein de lieux et que dès qu'elle en déroge un peu, elle devient complètement inattendue. Qu'elle est à la fois socialement hyper définie et assignée à une place hyper restreinte, et en même temps, ce truc d'être le corps inattendu d'une personne qu'on s'attend jamais à voir, qui est jamais censée être là, d'être à la fois omniprésente et effacée. C'est un peu comme ça que je l'interprète au premier abord. J'ai l'impression que quand elle dit qu'elle est inattendue, c'est aussi finalement on ne s'attend pas à ce qu'elle sorte et à ce qu'elle soit vue. Mais que quand on la voit, on s'attend à ce qu'elle soit, ce qu'on pense qu'elle est plutôt. D'où le truc de j'étais attendue. Je trouve que ça rejoint vachement l'idée que, en tant que personne handicapée, sa position elle est hyper définie, mais en tant qu'objet est très peu pour elle-même, et du coup elle est à la fois complètement inexistante socialement parce qu'on la définit comme un objet théorique, et en même temps en tant qu'objet théorique elle est partout quoi. Ça rejoint pas mal, je trouve, l'idée de la validité. Par contre on n'en parle pas, mais sur la question du handicap c'est comme ce que tu montrais tout à l'heure, en fait il y a une quantité de définitions et de détails, de quel type de handicap et tout, et un peu comme ce qu'elle dit au tout début quoi.
Elle ne pourra faire aucune acquisition, elle n'aura jamais la syntaxe, etc. Si j'ai bien compris, quand tu dis que sa position est définie en tant qu'objet théorique, c'est qu'elle est soumise à une sorte de able gaze, enfin le regard valide, c'est ça un peu. Ouais. Il y a beaucoup de citations de la discours dominant en quelque sens. Par exemple, elle n'aura jamais les syntaxes. Et il y a aussi cette idée de parler sur sa propre histoire, mais il y a aussi l'idée que cette propre histoire est vraiment marquée par ce discours des experts. Et toutes les choses comme ça, et dans quelque sens l'impossibilité de parler soi-même sans parler aussi le discours dominant. Et je pense dans les structuration littéraire, cette tension entre les citations des discours des experts et les questions, qui est aussi une forme beaucoup utilisée dans le texte. Je pense que c'est vraiment cette tension, mais je pense aussi qu'il y a cet espace qui est intéressant dans le texte où il y a comment on dit ça en français, mais l'invocation à la tu, et cette création de nous, où il y a bien sûr une différence entre dans quelque sens une volonté de voir cette vie de la chute de texte. Comment je pourrais noter l'idée du nous? Femme, je pense on peut penser le nous comme dans quelque sens, un sens un peu pédagogique dans le texte, où il y a cette où il y a la liaison à l'autre personne, oui, mais l'autre côté, il y a aussi, je pense, si on lit ce texte dans une situation plus identifiée avec le jeu, il y a peut-être aussi cette idée de nous plus à la résistance contre les structures dominantes. C'est aussi une des premières choses qui m'a un peu sauté aux yeux quand j'ai lu ce texte, c'est que j'ai eu l'impression qu'elle me prenait vraiment la main et qu'elle me baladait où elle voulait. Et j'ai l'impression que, comme tu dis, oui, c'est un nous pédagogique. Enfin, elle essaye elle montre un peu, elle montre carrément la voie en fait, et comment elle a envie qu'on perçoive son corps, et la place qu'on devrait lui laisser pour parler et tout, et ouais, carrément. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce nous, c'est qu'elle prend la place que d'habitude les valides se donnent. C'est que en fait, c'est elle qui est dans le mouvement. C'est elle qui dit on va dans un café, on va, je sais pas, boire des verres, on va dans la librairie, on prend ce livre, je cherche un livre pour toi, nanani. Enfin, et ça, c'est hyper. Enfin, je trouve que même la forme, en fait, elle parle d'elle-même et elle dit quelque chose. Il y a un truc qui m'a fait sourire en lisant ce texte. Je sais pas si c'est volontairement sarcastique de sa part, mais en tout cas pour avoir lu pas mal d'articles d'elle sur son blog, il y a beaucoup de sarcasme aussi dans son écriture. Elle essaye de se réapproprier les violences qu'elle subit aussi comme ça, j'ai l'impression. Et le moment où elle écrit, elle ne pourra jamais faire aucune acquisition, elle n'aura jamais la syntaxe, elle ne saura jamais calculer. Bon, c'est pas drôle lu comme ça, mais moi ça me fait rire parce que aujourd'hui c'est une grande chercheuse et elle est spécialiste des questions politiques, de sexe, de genre, de handicap, et puis je sais pas, moi je trouve qu'il y a aussi un peu de sarcasme là-dedans et un peu de moquerie envers les diagnostics médicaux qui veulent à tout prix être sûrs de leur diagnostic sans envisager peut-être un autrement et en remettant en question un peu leur biais, carrément leur biais validiste. Mais il y a la phrase juste après qui dit exactement ce que tu viens de dire, ou l'attendu de celle qui ne peut rien posséder, pas même le savoir. Qu'elle cherche. Oui, peut-être c'est cette idée de la sarcasme juste avant où il dit le neuropédiatre qui récite par cœur cette idée que c'est une famille, une chose comme ça. Ouais. Il y a un truc aussi un peu de l'absurdité des dominants, je trouve. Quand elle dit « j'affirme ma légitimité à être parce que tout simplement je suis dans mon corps ». C'est une évidence qui est vraiment basique, mais un peu qui montre un peu l'absurdité du validisme, je trouve. Encore, il y a la question subie la torture de la délégitimation. J'affirme ma légitimité à être parce que tout simplement je suis dans mon corps. Mais ça, c'est un truc que j'ai retrouvé chez pas mal de témoignages, dans pas mal de témoignages et de zines.
de la part de personnes handies qui portaient vraiment les stigmates, donc qui étaient appareillées, qui avaient des fauteuils roulants, des cannes, peu importe, c'est que dès lors que leur corps est rendu visible par les appareillages, en fait on oublie, enfin on voit que le corps, et du coup on oublie complètement qu'il y a juste une pensée, enfin qu'il y a des gens en fait, enfin que c'est une unité, c'est pas juste un corps comme ça qu'on trimballe sur un fauteuil quoi, enfin. Et c'est un truc qui est hyper présent. Et en fait, je sais plus qui a écrit ça, c'est sûrement No Hunger, mais que de fait, les valides n'ont pas de corps, en fait, parce qu'on voit pas leur corps. En fait, les seuls corps qui sont rendus visibles par les pensées validistes, par les pratiques validistes, c'est les corps handis, quoi. Du coup, on oublie que les personnes valides, elles ont un corps, que ça existe, qui sont limités en fait, qui ont leur capacité et aussi pas leur handicap, mais leurs limites. Et ça, c'est un truc qui revient énormément. Elle est définie en tant qu'autre, qui du coup vient définir en négatif ce qu'est la normalité. Et quand elle parle le handicap est la face moderne du tragique parce qu'il nous confronte à la mortalité individuelle et sociale. En fait, c'est genre son existence vient matérialiser des peurs qui font qu'on dit qu'on est valide ou pas, parce que du coup on a plus ou moins de soi-disant capacité à vivre entre autres longtemps, et qu'en fait qu'elle représente un peu les angoisses de l'humanité contemporaine, de genre mais on va mourir, alors que bien sûr encore heureux quoi. Et en plus ce passage il est très beau, elle dit mais ce tragique est une chance parce que cela permet de mobiliser une créativité qui transcende. Et c'est hyper beau parce que du coup là elle dit aussi qu'elle n'a probablement pas le choix d'avoir un autre rapport à la fois à elle-même mais aussi à la vie de manière générale. Après je me questionne parce que d'un côté je suis archi d'accord avec ce que tu dis, mais en fait là je relis le passage et j'ai l'impression que c'est pas elle qui parle. En fait j'ai un doute. Je me demande si j'ai... Parce que là, ça vient de... Et là, page 3, la petite phrase. Oui, j'ai l'impression, mais d'un autre côté, je suis grave d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, le passage, c'est « Je vais dans une librairie où je vois un éditeur de la lecture. » Ah oui. Mais par contre, c'est marrant parce que même si c'est assez validiste de se craindre, je sais pas si je veux parler de séisme, mais de craindre en tout cas, et de fuir, et d'un côté, quand il dit que cela permet de mobiliser une créativité qui transcende, en tout cas, c'est ce que No Hunger a fait. Donc je sais pas si c'est un truc qui ou elle a vraiment dit, ou si No Hunger a modifié un peu ça, mais en tout cas elle fait avec les outils qu'elle a, mais ce qui est problématique c'est pas les outils en tant que tels, je sais pas, c'est ce que les dominants attendent que les personnes handies fassent ou ne fassent pas, soit autour de la mise à nu, de cette obligation de se nommer en riposte à des discours qu'on nous aurait assignés. C'est aussi hyper présent dans ses performances. Je sais plus, il y a un article aussi sur son blog où elle raconte les premières fois où elle a performé, les premières fois où elle a commencé à faire ça, et c'était dans sa sphère intime avec ses amis, ses amoureuses, et en fait je sais plus exactement c'était quoi sa performance, mais elle était dans sa chambre et elle s'est mise à nu comme ça et elle a appelé des gens pour venir la voir, des gens qu'elle connaissait. Et elle raconte cette expérience et elle dit que ses premières mises à nu consenties pour la première fois, c'était un arrachement à elle, mais que c'était une manière de se réapproprier. Que c'était... je sais pas si on peut dire que c'était la seule chose à faire, mais en tout cas, elle le voit vraiment comme un moyen de réappropriation, et j'ai pas l'impression que ça puisse passer par autre chose que par le fait qu'elle montre de manière consentie son corps, qu'elle organise des performances, des spectacles, entre guillemets, c'est une idée qui traverse tout
sa vie en fait. Je pourrais tellement parler de cette personne pendant des heures. Là j'ai envie de vous balancer un petit fact parce que c'est un truc que j'avais trouvé hyper intéressant, mais j'ai rien auquel rattacher ce que je vais vous raconter, mais juste voilà. Il y a un article que j'avais vu d'elle toujours sur son blog où elle parlait de son rapport à son genre en tant que personne handicapée et surtout en tant que femme. En fait, elle explique dans cet article, dont j'ai oublié le nom, qu'elle a tellement galéré en fait à être reconnue. Elle a une relation, disons, avec son identité de genre ou son genre très particulière parce que c'est pas une personne cis, c'est pas une personne trans. En fait, elle explique qu'elle a tellement galéré à ce qu'on la reconnaisse comme femme parce que c'est une personne qui a les cheveux très courts et clairement, elle n'incarne pas du tout les codes de la féminité, aucun d'ailleurs, je pense. Que du coup, elle est hyper fière et elle revendique vraiment ce truc, ce pronom elle, en fait. Et le fait que, même si je pense pas qu'elle s'identifie à ce point-là en tant que femme, mais c'est un truc politique que de dire elle. Et je trouve ça hyper intéressant parce que j'avais jamais vu ça dans aucun témoignage et ça a grave rajouté une petite pierre à l'édifice sur mes réflexions à propos du genre, comme quoi, comment le handicap et les handicaps pouvaient modeler un peu le genre ou voilà. Je trouvais ça intéressant comme si ça vous intéresse, pareil, je retrouverai l'article. Je vais vous apporter deux outils théoriques qu'elle a théorisé dans sa thèse. L'humus, les techniques du corps, notamment. Voilà, elle s'est inspirée beaucoup de Monique Wittig aussi, notamment le corps lesbien. Voilà, et en fait, disons que sa thèse s'articule, pas que sa thèse, mais ses réflexions antivalidistes, anticapacitistes s'articulent autour de ces deux concepts, donc les scripts corporels et les corps repoussoirs. Mais les scripts corporels, en fait, c'est un peu tout ce qu'on a vu dans le texte, c'est tout ce qui est dicté, c'est les normes qui régulent les comportements que doivent avoir les personnes handies. Et du coup, c'est tout ce qui joue dans les attentes et les inattentes. En fait, on attendait, je sais pas, par exemple, qu'elle soit pas là, qu'elle soit frêle, qu'elle se raconte pas, mais qu'elle se laisse raconter par les personnes valides. Donc les scripts corporels, c'est ce que dictent les personnes valides aux personnes handies, pour faire simple, et surtout les personnes handies dites visibles, en fait. Les corps repoussoirs, c'est tout bêtement les représentations dominantes des handicaps. Et je devrais même dire du handicap, parce que justement il y a cette idée que le handicap c'est un champ comme ça qui existe au singulier, alors que bon, je pense que on peut se mettre d'accord, c'est un peu comme dire le féminisme, ça n'a aucun sens. Il y a tellement de réalités qui existent et d'incarnations différentes.